la défense, comment, quel est l'impact de la pêche aussi sur la ressource, sur l'environnement et de la consommation de poissons. Et ensuite, comment Poiscaille a inventé réagi en fait à ce contexte pour proposer une offre fraîche, éthique et durable. Et ensuite, on aura un petit zoom sur le partenariat Poiscaille-Satori avec comment en magasin, des rappels assez simples des équipes, comment ça se passe, si vous avez des questions vraiment plutôt techniques sur comment ça se passe Poiscaille en magasin. Donc moi, je suis Coralie, je suis responsable commerciale à Poiscaille. Je suis arrivée à Poiscaille en septembre 2022, donc ça fait un peu moins de 2 ans que je travaille à Poiscaille. Et je suis avec Charles. Et moi, je suis le président et fondateur de Poiscaille.fr. Voilà. C'est moi qui démarre? Ouais, alors du coup, on a un peu fait les présentations. Peut-être Ferney, nous dire dans quel magasin vous êtes, parce que c'est vous le dernier arrivé. Bon, sinon, c'est pas grave, on peut écrire sur le chat. Ferney, c'est le nom du magasin Ferney, en fait. Ah, c'est la ville de Ferney-Voltaire. C'est dans là. C'est frontière suisse. Ok. Bon, merci. Bienvenue à Ferney. Donc, moi, ce que je vais vous faire, c'est à la fois vous donner un peu des constats sur ce qu'on voit sur la pêche, quelques notions de base, quelques chiffres, et en fait qui aboutissent un peu à pourquoi on a créé Poiscaille en réaction à ces constats et à ces chiffres-là. Pour me présenter rapidement, donc moi j'ai aujourd'hui 40 ans, je suis né à Bordeaux, je suis un grand fan de pêche à la ligne depuis tout petit. Je suis devenu naturellement ingénieur agro spécialisé dans la pêche, on appelle ça un halieute. Et donc, j'ai commencé par embarquer sur les bateaux. C'est l'image que vous voyez en bas à gauche où j'ai mon ciré et je faisais des prélèvements sur les captures des pêcheurs. Et ça, j'ai fait ça pendant 1 an et c'est vraiment là que j'ai compris ce que c'était un bateau de pêche pour de vrai. Avant de monter à Paris, on va dire, et travailler au ministère de la Pêche où je m'occupais des sujets d'économie d'énergie. A priori, j'ai pas très bien fait mon travail parce qu'aujourd'hui, c'est des sujets qui sont d'actualité, mais je distribuais des subventions à des bateaux de pêche ou à des programmes de recherche. Je subventionnais notamment, et je vous prie de m'en excuser, la pêche industrielle pour leur filer des subventions. Je fais ma rédemption avec Poiscaille maintenant. Et j'espère que vous m'avez écouté sur France Inter dans les émissions de cuisine du dimanche. En tout cas, c'est là qu'on raconte des choses assez intéressantes sur la cuisine et sur l'origine des produits avec des focus spécifiques là sur le homard et puis sur d'autres. Des chiffres, si vous voulez les réutiliser ou les avoir en tête, là, l'idée, c'est juste pour vous donner quelques grands éléments. En gros, dans le monde aujourd'hui, on produit à peu près 120 millions de tonnes de produits de la mer. Donc là, il y a du poisson, du coquillage, du crustacé, de l'élevage et du sauvage. Donc l'ensemble, c'est ça. Ça ferait à peu près une vingtaine de kilos par habitant au total de produits de la mer si on partageait de manière équivalente entre tous les terriens. Et si on prend nous à l'échelle française, nous on en mange plutôt un peu plus que la moyenne mondiale. Un point important qui est à prendre en compte, c'est qu'en France, on importe la majorité de ce qu'on consomme, donc 2/3 des produits de la mer au global. Si on regarde que le poisson, on est à 80%. Vous avez peut-être entendu parler là, de ce jour du dépassement, là, il n'y a pas longtemps, là, qui a eu lieu au mois d'avril cette année, donc c'est à peu près 1/3 de l'année. On a déjà consommé toute notre production et le reste, c'est de l'import. Et il y a un point qui est assez intéressant, c'est que dans tout ce qu'on pêche dans le monde, donc la pêche, c'est à peu près la moitié de la production. La moitié de la production, c'est de la pêche, la moitié, c'est de l'élevage. Dans tout ce qu'on pêche, donc sur les 60 millions de tonnes, on va dire grosso modo, il y en a 1/4 qui est destiné à faire de la farine de poisson. Donc, c'est des poissons qui sont uniquement pêchés pour faire de la farine, alors que ces poissons sont tout à fait consommables. Donc, voilà un point déjà qui nous dérange un petit peu. L'exemple le plus connu, c'est l'anchois du Pérou. Donc, au large du Pérou et du Chili, il y a une zone hyper productive où il y a des fonds marins qui remontent et il y a des anchois qui se développent en masse. Et en fait, ces anchois sont tout à fait consommables. Ils ressemblent quasiment trait pour trait à ceux qu'on a chez nous ou qu'on a beaucoup moins chez nous. Et pourtant, ils ne sont pas mangés sur place, ils ne sont pas mangés en Amérique du Sud ni en Amérique du Nord. Ils sont transformés en farine pour faire des
des farines à saumon, soit au Chili, soit en Norvège. Et à droite, je vous présentais quelques stats globales de taille de secteur. C'est pour comparer à l'agriculture. Donc, en gros, la pêche est quand même un tout petit secteur par rapport à l'agriculture. C'est un centième de ce que fait l'agriculture, voire presque un millième pour certains stats. Mais c'est un secteur qui est extrêmement structurant pour toutes les zones côtières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça se voit, il y a les endroits où il y a moins de pêcheurs, les zones sont mortes 8 mois de l'année et elles subissent une pression touristique hyper intensive, 4 mois d'été, en gros, où là c'est un peu la fête à la saucisse, on va dire. Et le reste du temps, il n'y a personne, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'école, ou il y en a très peu et c'est en train de baisser. Donc, même si c'est un petit secteur, il a quand même son importance. Et puis, il a une importance politique parce que les politiques ont très peur des pêcheurs et ils ont peur qu'ils remettent le feu lors des manifs, comme ils ont fait dans les années 90. Ils sont assez virulents, on va dire, quand ils sont désespérés. Aujourd'hui, ce qui est assez surprenant, c'est que malgré le fait qu'en France, on pêche quasiment 300 espèces de poissons, il n'y en a que 4 qui représentent quasiment plus de 50% de la conso. Est-ce que vous auriez une idée de quelles sont ces 4 espèces qui dominent le marché? Le thon, déjà, non? Le thon, il est dans le cas, c'est le 4e. Après, le thon rouge ou blanc, je ne sais pas, mais le thon, en tout cas, ouais. Les thons en général, et dans les stats, Ah oui. c'est beaucoup aggloméré, donc il ne faut pas l'espèce, faut pas s'embêter. Quelqu'un a une autre idée? Pas d'idée spontanée, alors je vais vous dévoiler. Maquereau, non, maquereau, sardines, naturellement. Par contre, ils sont loin. C'est des espèces. Petit indice, c'est un produit qui est très consommé à Noël sur le. C'est peut-être le seul que vous avez dans vos rayons d'ailleurs. Moi, j'ai lu la presse, donc je participe. Le saumon. Exactement, bien vu. C'est le saumon qui est le produit le plus consommé. Alors, il se tire la bourre chaque année avec le cabillaud. Ça peut varier selon le cours mondial du saumon. Si le saumon coûte un peu plus cher, le cabillaud reprend un peu le dessus. Mais en gros, c'est vraiment les 2 mastodontes. Et en 3e, c'est les crevettes. Alors, quand je parle de crevettes, c'est les grosses gambas tropicales. Parce qu'en France, on consomme 100 000 tonnes de crevettes, mais on en pêche à peine 1000 tonnes. Donc, les fameux bouquets bretons avec lesquels on fait souvent des confusions de dénomination, d'ailleurs, sur les cartes de restaurants ou sur les plateaux de fruits de mer, sont extrêmement minoritaires. Et la plupart des crevettes que l'on mange en France, malheureusement, elles viennent des zones tropicales, Asie ou Amérique centrale. Je vous ai mis aussi les nations d'origine pour le saumon et le cabillaud. Donc, c'est essentiellement Europe du Nord. Mais point important à prendre en compte, c'est que le saumon est nourri avec de la farine qui, elle, vient soit du Sénégal, soit du Pérou, soit de loin, en tout cas, au moins d'un autre continent. Le thon, il y a un espèce de piège un peu, c'est que beaucoup de thon est pêché par des bateaux français, mais qui pêchent dans l'océan Indien ou dans le golfe de Guinée au large de l'Afrique. Donc, honnêtement, je n'y vois pas très clair, moi, sur les stats, parce qu'en gros, ça passe soit par le Gabon, soit par l'île Maurice, et donc c'est peut-être exporté, puis réimporté, puis réimporté, enfin bref, j'y capte pas grand-chose, mais c'est une grosse production quand même française, mais pas du tout en France. Sandra, vous aviez une question? Oui, parce qu'on parle souvent du saumon d'élevage, saumon sauvage. Enfin, là, dans ce podium, comment on distingue? Enfin, c'est tout cumulé, C'est tout cumulé. Il faut savoir que le saumon sauvage en Europe, on n'en pêche quasiment plus. Sa pêche est encore autorisée un peu en France, dans le Pays Basque, mais si on attrape 1 tonne de saumon par an, je pense que c'est le maximum, et il est payé aux pêcheurs entre 60 et 100 euros du kilo. Il y a un petit peu de pêche dans la Baltique, mais pareil, qui est assez anecdotique. Et on importe un petit peu de saumon, notamment d'Alaska. Honnêtement, je ne sais pas dire la répartition, mais ce qui est sûr, c'est que le saumon d'élevage norvégien, écossais, irlandais est ultra majoritaire. C'est au moins 80% du saumon consommé, quoi. Le cabillaud, il est 100% sauvage. Je crois qu'il y a quelques élevages un peu extensifs de cabillaud qui sont plus expérimentaux. Et la crevette, pareil, également majoritairement élevée.
Bon, quand elle est pêchée, c'est pas forcément mieux parce que c'est souvent pêché dans des zones de mangroves où on capture vraiment plein de juvéniles, des tortues, etc. Donc, dans aucun cas, c'est cool. En tout cas, pas à ma connaissance de ce que je connais des produits d'import. Et oui, si vous avez des questions, un rappel, n'hésitez pas à les poser en direct et à interrompre parce que les sujets sont un peu complexes et on peut perdre, y revenir. Donc, n'hésitez pas à les poser. Au pire, je les garderai en tête et j'essaierai d'y répondre ensuite. Et Charles, tu me dis si je me trompe, mais dans le surimi, le fameux surimi, c'est principalement du cabillaud, non, qu'on trouve. Du merlan bleu. Du merlan bleu. Ouais. Okay. Donc mais je ne suis pas sûr que ce soit un gros volume, le surimi. Okay. Et voilà. Alors ça, c'est un exemple de poisson qui peut-être est presque pertinent d'être transformé comme ça. Parce que le merlan bleu, c'est un poisson qui est extrêmement fragile. Donc, nous, ça nous arrive d'avoir quelques pêcheurs qui nous en envoient, mais c'est vrai que c'est un poisson qui supporte très, très, très mal le transport. Et donc, ça peut avoir un certain sens de transformer ce poisson en préparation ou en plaque pour être utilisé après. Après, il y a un autre sujet derrière de dire est-ce qu'il ne faudrait pas laisser ces poissons dans l'eau et les laisser profiter à l'écosystème pour que derrière les grands dauphins, les grands prédateurs s'en nourrissent. Mais le surimi est constitué de poissons. Alors, je crois que le premier ingrédient dans le surimi, c'est de l'amidon, que c'est après que vient le poisson. Je continue, ça avance, ouais. Un point important, c'est de se rendre compte que depuis quelques années, c'est l'aquaculture qui a dépassé la capture et la pêche sauvage. Donc aujourd'hui, voilà, on est à peu près un ratio de 55-45. Il y a un gros truc qui a changé, c'est qu'on s'est mis à intégrer notamment les stats de la Chine qui élève énormément de carpes. Et donc, en fait, c'est des volumes qui sont assez impressionnants. Les poissons à gauche, c'est les fameux anchois du Pérou dont je vous parlais. Donc, a priori, c'est une autre espèce que l'anchois qu'on a, nous, en Europe, mais la diff est quand même extrêmement ténue. Et au final, je pense que les deux sont excellents. Un petit quiz pour vous, c'est-à-dire est-ce que vous avez une idée là sur les deux saumons qui sont présentés de dire quel est celui qui est d'élevage et celui qui est sauvage? Un vote en haut, en bas. Avec le fond derrière, on imagine que le sauvage, il est en bas. C'est un peu indice. Tout le monde ne le voit pas. Laetitia, tu avais dit quoi? Je disais comme Sandra, moi, c'est le fond qui m'a qui a donné, effectivement. Ouais, mais c'est vrai que vous êtes parmi les rares qui voient ça. Et en fait, sur la forme du poisson, ce qu'il faut regarder, c'est surtout la forme de la queue en priorité pour distinguer un poisson d'élevage d'un poisson sauvage. Ce que vous voyez sur le poisson du bas, c'est que le poisson a une queue plutôt développée et assez affinée avec des pointes qui sont très marquées, très nettes. Alors que celui du bas, il a une queue qui est plutôt rognée parce qu'il se frotte sur les cages ou sur le bord des bassins. C'est la même chose au niveau du museau, hein, où pareil, il a un museau un peu aplati. Ça, c'est souvent un signe de poisson d'élevage. Donc, globalement, les nageoires sur un poisson sauvage sont nettement plus développées parce que le poisson ne se frotte pas et lutte contre des courants qui sont beaucoup plus réguliers et beaucoup plus intenses. Et puis, vous avez un peu une notion de teinte de la robe. Vous voyez, tous les poissons d'élevage ont plutôt cette teinte un peu grisâtre, un peu bleutée. Ça se voit aussi sur les bars et les dorades. Alors que souvent, un poisson sauvage va avoir des nuances colorées à condition qu'il ait été bien conservé. Mais voilà, il y a du brun, il y a du bleuté, il y a un peu du rosé parfois. Vous regardez ça sur une dorade, ça se voit de manière assez évidente, mais il faut en avoir une fraîchement sortie de l'eau pour se rendre compte de la différence. Pourquoi l'élevage, c'est un problème? C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, pour produire 1 kilo de poissons d'élevage, il faut plusieurs kilos de poissons sauvages. Alors, les détracteurs de l'aquaculture vont vous dire qu'il faut 10 kilos de poissons d'élevage pour faire 1 kilo de poissons sauvages. 10 kilos de sauvage pour faire 1 kilo d'élevage. Les aquaculteurs vont vous dire, moi, je ne donne que 1 kilo, voire moins d'aliments à mes poissons pour produire 1 kilo de poissons.
Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que là-dedans, en fait, pour faire ce kilo d'aliments, il faut plusieurs kilos de poissons pour faire notamment les huiles. Et c'est ce point qui est hyper important et qui est essentiel, avec des huiles de poissons qui sont nécessaires pour mettre dans les granulés. Donc, au global, je pense que le chiffre qui est le plus cohérent, ce serait 4 à 6 kilos de poissons sauvages pour faire 1 kilo de poisson d'élevage. Ça reste une équation qui est pas bonne, sachant qu'on fait ça avec des poissons qui sont tout à fait consommables. Un bon parallèle que fait un scientifique, c'est dire que c'est comme si on nourrissait des loups avec des vaches et qu'on mangeait les loups derrière et qu'on ne mangeait pas les vaches. Donc là, on va encore plus loin que ce qu'on peut faire sur l'agriculture. Et c'est ça qui est assez incohérent. Pardon, un dernier point. Il y a une partie de l'élevage qui est vertueux, c'est l'élevage pour des poissons herbivores. Donc tout ce qui est carpe, tilapia et autres poissons, surtout en eau douce aujourd'hui, mais qui se nourrissent de végétaux, où là, on n'a pas du tout cette équation-là. Et justement, ça peut être extrêmement intéressant et extrêmement pertinent. Un point qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand on cherche une définition de la pêche durable, on n'en trouve pas. Il n'y a pas vraiment, enfin, c'est souvent des grands paragraphes très longs avec 15 piliers, 25 nuances, enfin bref, c'est sur les sites de l'ONU, sur les sites de la FAO, qui est la partie alimentation de l'ONU, il n'y a pas de définition très claire, on n'en trouve pas souvent, on parle de pêche responsable, on parle de respect des milieux, enfin bref, il y a plein de choses. Moi, j'ai essayé d'en reconstituer une, et c'est les piliers assez classiques de dire on s'appuie sur l'environnement, donc on essaie de ne pas le compromettre et garantir sa pérennité, aussi bien sur les ressources de poissons que sur les milieux aquatiques. Il faut que l'activité soit rentable et qu'elle génère plus d'argent qu'elle n'en consomme pour être réalisée, et puis qu'elle ait un intérêt pour la société. Donc là, c'est apporter du poisson frais, que les zones côtières restent des zones vivantes et ne soient pas des zones uniquement à touristes. Un point quand même intéressant à prendre en compte là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'activités de pêche qui sont rentables uniquement grâce aux subventions, notamment la pêche au chalut. Donc aujourd'hui, vous voyez, quand vous payez votre gasoil 2 € le litre, un pêcheur professionnel va le payer 90 centimes, donc sans les taxes. Et aujourd'hui, il y a même l'État qui rajoute 20 centimes par litre, donc il le paye 70 centimes pour pouvoir faire face à cette hausse des prix du carburant. Mais déjà à 90 centimes, il y a beaucoup de bateaux qui ne sont pas rentables. Et à 2 €, vous avez encore moins de bateaux qui ne sont pas rentables. Je pense que hormis les petits bateaux qui pêchent à la ligne à proximité de la côte, il n'y aurait pas grand monde qui serait rentable. C'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille avec eux. Mais aujourd'hui, voilà, il y a vraiment cet effet-là à prendre en compte, de dire en fait, il y a plein de bateaux qui ne seraient pas rentables s'ils n'avaient pas cette détaxe au carburant, des subventions à l'équipement, des subventions à la destruction des navires quand ils arrêtent. Bref, il y a beaucoup de soutiens qui sont apportés pour des activités qui ont des impacts environnementaux très forts et des impacts sociaux très faibles. Un point à prendre en compte, et ça explique quand même une partie de l'équation, c'est qu'un navire de pêche est une entreprise extrêmement incertaine. Alors, je peux essayer de faire un parallèle avec vos magasins. C'est comme si vous ne saviez pas quel jour vous alliez ouvrir, que c'est la météo qui allait décider si vous aviez la possibilité d'ouvrir ou de ne pas ouvrir. Si vous ne saviez pas quel produit vous allez pouvoir vendre. Un jour, ça va être des salades, un jour des fraises, un jour des conserves, un jour des produits mélangés, etc. Donc, c'est une production très aléatoire. Et c'est comme si vous ne saviez pas à quel prix vous alliez pouvoir le vendre, parce que les pêcheurs vendent aux enchères et les prix varient extrêmement. Le 1 à 10 est vraiment vécu par des pêcheurs selon le jour de la semaine, selon la période de l'année, etc. Ça peut vraiment bouger très, très fort. Je donne l'exemple du bar de ligne qui est un peu le tarte à la crème, mais il va valoir une trentaine d'euros pour le pêcheur le 15 août. Et le 15 novembre, il peut descendre à 10 €, voire moins si jamais tout le monde en a pêché et que les touristes ne sont plus là, ne sont pas à la côte. Donc, la solution qu'ont trouvé les pêcheurs pour s'adapter à ces contraintes-là, c'est de dire, en fait, je fais du volume tous les jours. Comme ça, si je vends mal, je paye les frais. Et si je vends bien, c'est le jackpot et je mets de côté pour la suite. Ça a une conséquence double, c'est que, un, ça a épuisé les stocks de poissons, et deux, ça a épuisé les marins pêcheurs. Vous voyez beaucoup
de pêcheurs sur les bateaux qui vous disent qu'ils ont un certain âge et ils ont l'air de faire 20 ans de plus parce que se lever à 2 h du matin, rentrer à 18 h pendant 200 jours dans l'année, passer des semaines entières à bord de bateaux dans des brouhahs assez intenses et des conditions assez mauvaises, bah, ça use les organismes assez vite. Et un autre point à prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment des espèces avec des valorisations très variables et des prix assez extrêmes. Donc là, j'ai pris l'exemple du bar et du taco. C'est des poissons qu'on peut retrouver à peu près au même endroit quand on est pêcheur. Mais au final, il y a un prix qui est tellement éloigné l'un de l'autre bah, que l'incitation pour le pêcheur, elle est de dire bah, en fait, moi, je vais pêcher du bar en priorité parce que même si j'en attrape des toutes petites quantités, c'est rentable. Alors que pour faire de la rentabilité avec du taco, il faut que j'en attrape des quantités énormes. Ma conviction avec l'expérience de Poiscaille, je pense, c'est vraiment ça. Moi, j'ai goûté tous les poissons qu'on a reçus de nos pêcheurs en me disant tiens, on va essayer de goûter. J'ai goûté les poissons que moi-même j'ai attrapés quand j'allais à la pêche. C'est que tous les poissons sont bons, mais en fait, leur degré de noblesse, il vient juste de leur capacité à être conservés longtemps. Aujourd'hui, vous voyez, vous avez 70% de la pêche française qui est faite par des bateaux qui partent 2 semaines en mer. Et vous mettez un bar sous une couche de glace, voire sous plusieurs couches de glace pendant 2 semaines. À la fin, il va être acceptable. Bon, il ne sentira pas très bon, mais au final, le consommateur sera quand même prêt à le payer. Vous faites la même chose avec un taco, ça finit en poisson zombie et personne ne va l'acheter, à part passer en filet ou transformer en poisson pané, il va être difficile à valoriser. Résultat de ça, les pêcheurs traitent mal le taco et apportent un soin extrême au bar parce qu'ils savent qu'ils vont avoir une rentabilité très bonne. Et au global, ça crée ce cercle vicieux qui fait que tous les pêcheurs attrapent toujours la même chose et délaissent certaines espèces qu'il est urgent, je pense, de réhabiliter. Est-ce que, avant de passer au choix des consommateurs, est-ce que vous avez des questions sur le métier de pêcheur ou même les différentes espèces, leur conservation, leur méthode de pêche ou pas? C'est OK? C'est OK. Très bien. On avance. Et donc là-dessus, pour revenir, il y a quand même on se dit qu'il y a quand même un truc à faire côté consommateur, c'est-à-dire de dire, en fait, si le consommateur se mettait à demander du taco et il faisait l'effort, en fait, ça se trouve, on lui redonnerait un peu d'intérêt et on permettrait aux pêcheurs de pouvoir commencer à s'intéresser à ce poisson-là. C'est un peu ce qu'on a fait sur les légumes oubliés à terre et qu'on rêve avec Poiscaille de pouvoir influencer en mer. Mais on arrive à un nouvel écueil pour le consommateur, c'est comment choisir. Et aujourd'hui, c'est assez complexe pour un consommateur de dire je prends ça, c'est la saison de ci, etc. Déjà, je pense que vous devez le voir dans vos magasins à l'échelle terrestre, c'est pas encore gagné, il y a encore du boulot. À l'échelle maritime, il est encore plus grand. Le consommateur aujourd'hui, il demande quel est le poisson que j'ai le droit ou pas le droit de manger, on va dire, pour faire des choix vertueux. À quelle saison il faudrait que je le mange ou pas, comme avec les fruits et légumes. Et si je peux avoir un label pour me garantir que tout ça est véridique, je suis preneur parce que ça me facilitera le boulot, quoi. En face, si on demande aux scientifiques ou aux gestionnaires ou aux gens qui labellisent les produits, alors ils vont dire il faut regarder le stock de poissons, il faut regarder la technique de pêche et il faut regarder la taille du bateau pour voir si c'est un grand ou un petit bateau, en précisant que le stock, c'est un croisement entre l'espèce de poisson qu'on prend et dans quelle zone ou de quelle zone il vient. Et ça, tout d'un coup, ça commence à devenir beaucoup plus complexe de mon point de vue pour le consommateur, parce que si on regarde quelques exemples, on voit le problème. Si on prend la zone de pêche, par exemple, aujourd'hui, on a cette fameuse Atlantique Nord-Est, la zone 27, qui est souvent présente pas mal sur les étals. C'est en gros là où travaillent la plupart des bateaux français et européens. Mais l'Atlantique Nord-Est, c'est quand même super grand. Vous voyez, ça va de Gibraltar au pôle Nord et ça va même jusqu'en Russie.
on a découvert il n'y a pas longtemps que pas mal de cabillauds labellisés MSC venaient en fait de Russie, et donc ça commence à poser un peu des questions de dire est-ce que c'est malin de continuer à en acheter. Et quand on commence à regarder d'un côté de gestion des pêches, en fait ça ressemble à ça, une carte de gestion des pêches. C'est-à-dire que là, on va vous dire, OK, telle espèce, là je crois que c'est la plie, alors elle est en bonne santé dans la zone 4A, 4B, 4C, 7G, 7A. Dans la zone 7H, 7J1, J2, on ne sait pas trop quel est l'état du stock. Et par contre, il faut éviter de la pêcher venant de 7E ou 7D, où là, la situation est dégradée. Pour un consommateur, ça commence à devenir l'enfer, parce que là, en fait, vous allez dire, OK, je voudrais manger de la plie, mais alors il faut que je trouve de la plie qui a été pêchée en zone 4C, 4A ou 4B. L'étiquetage n'est pas forcément énorme sur une étiquette. Vous avez 10 personnes derrière vous dans la queue. Et donc, vous n'allez peut-être pas passer des heures à essayer de demander sur ce sujet-là, ou avec votre guide des espèces pour essayer de vous souvenir de ça. Pareil, sur la taille du navire, on vous parle souvent de pêche artisanale, de petite pêche côtière, de grande pêche, de pêche hauturière. Tout ça est assez flou. Et vous voyez là, par exemple, les 2 bateaux qu'on a là, ils peuvent être identifiés comme étant des bateaux de pêche artisanale. Alors que le bateau du haut fait une dizaine de mètres, donc il rentre à peu près dans vos magasins, on va dire, et il attrape entre 50 et 200 kilos de poissons par jour. Quand celui d'en dessous fait 20 mètres, fait au moins la hauteur de vos magasins, voire le double, parce qu'il a une coque très profonde pour emporter du poisson. Et lui, il va attraper 2 tonnes de poissons par jour. Ce n'est pas du tout les mêmes intensités d'exploitation, et pourtant, ces bateaux vont souvent être classifiés de la même manière en pêche artisanale, qui est un terme extrêmement galvaudé. En fait, il a un rapport plus de statut de l'entreprise en France, alors qu'à l'échelle internationale, c'est vu comme plutôt le petit bateau avec 1 ou 2 marins à bord qui rentrent le soir et qui alimentent des consommateurs locaux. En France, la pêche artisanale, c'est une pêche pratiquée avec le patron embarqué, donc celui qui commande le navire, qui a au moins la moitié des parts de l'entreprise de pêche. Donc, un gros bateau peut être artisan, un petit bateau peut être artisan, et souvent, on mélange un peu tout ça. Sur les labels, on reste un peu sur notre fin, on va dire. Le MSC, qui est celui qui domine le marché, ou en tout cas qui a labellise, je crois, quasiment 30% de la pêche mondiale aujourd'hui, est assez décrié parce qu'effectivement, ils ont labellisé des pêcheries qui ont des impacts très forts, et on peut se poser légitimement la question de savoir est-ce que c'est pertinent de considérer ces pêches comme durables. Au-delà du débat, ma conviction, c'est que le MSC, c'est un peu l'équivalent du bio de grande surface, quoi. C'est du bio qu'on pourrait qualifier d'industriel. C'est-à-dire que c'est le minimum qu'on attendrait en tant que consommateur pour tous les produits, et on met ça en avant alors qu'en fait, c'est la base, quoi. C'est un peu le HVE, je dirais même de la mer, quoi. Le label pêche durable, qui est un label national français, est aujourd'hui très peu répandu. Il y a à peine 2 pêcheries qui sont validées. Et le label thon rouge de ligne ne concerne qu'une seule pêcherie. Mais voilà, aujourd'hui, c'est compliqué de trouver une labellisation fiable. La conviction à l'expérience, c'est qu'en fait, il faudrait labelliser les bateaux de pêche, alors qu'aujourd'hui, on s'évertue à vouloir labelliser des pêcheries, donc des groupes de navires sur une espèce. C'est comme si on disait, on ne va pas donner le label bio à un agriculteur qui est au milieu d'agriculteurs intensifs, parce que l'ensemble de la zone n'est pas assez en bon état, etc. Ça, je pense que ce n'est pas une bonne manière de valoriser la pêche durable. Donc aujourd'hui, les labels sont d'une fiabilité qui est extrêmement partielle. Donc maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on conseille aux consommateurs? Donc, au début, on leur disait, inscrivez-vous chez Poiscaille, c'est la seule solution. Mais au final, on est un peu revenu de ça en disant, c'est un peu dommage parce que malheureusement, il n'y a pas encore des magasins et des partenaires Poiscaille aussi impliqués que vous à tous les coins de rue. Mais en fait, on a trouvé la conclusion, c'est d'arriver sur ces 5 conseils-là, en disant déjà, si on arrête de consommer certaines espèces, notamment saumon, cabillaud et crevettes tropicales, ces espèces sont ni produites en France, ni produites de manière vertueuse, et parfois ni l'un ni l'autre.
Donc, on fait déjà un vrai pas en tant que consommateur en se privant de ces espèces qui dominent le marché. Pour choisir français, il y a un label qui s'appelle Pavillon France qui est plutôt pas mal. Il a certaines limites, mais je pense qu'il est plutôt acceptable. Et surtout, en fait, il faut chercher 3 zones. Là, je vous ai mis les références des zones. Donc, sur les boîtes de sardines, sur les conserves de thon, sur les filets de poisson, il faut chercher ces 3 zones en priorité. Et ces 3 zones sont des bons garants du fait que ça a été pêché en France. Ça peut avoir été pêché un peu plus loin, un peu au large, etc. Mais déjà, si vous arrivez à trouver ça, c'est génial. Moi, quand je regarde pas mal de boîtes de thon, je tombe sur des zones qui sont beaucoup plus lointaines. On est dans le Pacifique, on est dans l'océan Indien, on est en Asie. Et au final, souvent, c'est difficile de savoir si c'est vertueux ou pas. La technique de pêche, on la met en 3e parce qu'on sait que c'est assez complexe de trouver du poisson de ligne, du poisson de filet, des crustacés de casier à chaque fois, des coquilles Saint-Jacques de plongée comme on fait chez Poiscaille. Mais en fait, l'idée, le conseil, c'est de dire allez-y dès que vous en trouvez. Le point 4, c'est de dire choisissez des espèces que vous ne connaissez pas. Nous, c'est ce qu'on dit pas mal et c'est ce qu'on promeut pas mal parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a sur les 300 espèces qu'on pêche en France, il y en a 50 qui assurent quasiment 80% des volumes. Et ça veut dire qu'il y a 250 espèces qui sont quasiment anonymes, on va dire, ou très peu consommées. Et je pense qu'en tant que consommateur, un peu comme on va aller choisir du panais, du topinambour et ce radis là qui a une tête bizarre mais qu'on ne connaît pas, et en fait, on peut avoir des excellentes surprises. Et c'est souvent une garantie de petite pêche, c'est souvent une garantie de pêche française, donc c'est déjà pas mal. Et puis un dernier point qui mêle économie et écologie pour moi, c'est qu'en fait, quand on découpe un poisson et qu'on le passe en filet, on perd la moitié de son poids. Pour faire une comparaison sur un animal d'élevage à l'agriculture, on est plutôt à 20-30% et en plus, on arrive à récupérer quasiment tout. Sur le poisson, on fait très peu ce travail de récupérer ce qu'il y a dans les têtes, ce qu'il y a dans les arêtes, ce qu'il y a dans les abats. Alors qu'en fait, c'est de la matière qui est juste gâchée, qui aujourd'hui finit au mieux en nourriture pour animaux et au pire à l'équarrissage brûlé et pas du tout valorisé, alors que c'est tout à fait consommable avec un peu de travail. Et donc, nous, avec Poiscaille, ce qu'on essaie de faire, c'est d'inverser un peu le cercle vicieux que je vous ai présenté. C'est dire, en fait, en ne sélectionnant que des techniques de pêche douce, on va avoir la garantie que les poissons qui arrivent sur les ponts des bateaux, même les espèces fragiles, sont en excellent état. On les paye cher aux pêcheurs en disant, tu traites bien les bars, c'est très bien, mais par contre, nous, on va te payer les tacos 5, 6, 7 euros. Et donc, tu vas y faire attention. On veut qu'ils soient aussi beaux et qu'ils arrivent en aussi bon état parce que c'est eux les plus fragiles, donc c'est eux qu'il faut soigner en priorité. Et avec ce système d'inscription qu'on a choisi volontairement, pourquoi on l'a choisi? Parce qu'il nous permet de garantir une distribution la plus rapide possible. Et donc, si on veut valoriser ces espèces pas connues, fragiles, en fait, c'est la seule solution aujourd'hui qu'on a trouvée. Si on faisait une boutique en ligne classique comme un étal, il y a des poissons qui ne se vendraient pas le jour même, qu'il faudrait garder 1 jour, 2 jours, 3 jours de plus. Et on sait qu'à ce moment-là, la qualité pour le consommateur serait inférieure et donc il s'en détournerait. Donc, c'est une clé qu'on essaie de prendre et qu'on a prise pour valoriser ces espèces-là. Et je vous ai redétaillé un peu, donc chez Poiscaille, on se dit frais, durable, éthique, ça vous avez dû le voir sur les affiches. Je vous ai redétaillé les critères qu'on met derrière, parce que tout le monde se dit frais, durable, éthique dans la filière. Ça, c'est un peu bateau comme je l'écris là. Mais au final, cumuler tous ces critères-là chez Poiscaille, je pense qu'on est quasiment la seule entreprise en France qui vend du poisson à être aussi engagée. Tout le monde vend du saumon à un moment, même les pêcheurs au bord de la mer qui parfois râlent contre ça, finissent par en vendre quand ils font une vente directe. Sur le fait d'acheter que du français, pareil, c'est un engagement fort. Et alors, nous, on rajoute par-dessus ça tous ces critères sur la taille des bateaux, sur le nombre de marins à bord, sur la durée des sorties, sur les techniques de pêche. Aujourd'hui, il faut savoir que 70% de la pêche française, elle est assurée par le chalut et la drague. Donc, quand on dit on ne fait pas de chalut et pas de drague, on se prive de quasiment 70% de la pêche française, sachant qu'on s'est déjà privé de 70% du marché en excluant saumon, cabillaud, crevettes et poissons d'import. Mais pour nous, c'est la seule manière, de notre point de vue, d'être aligné avec ce fait de dire oui, on vous vend du poisson durable, oui, on vous vend du poisson frais et oui, on vous vend du poisson éthique.
c'est ce point sur la rémunération des pêcheurs. C'est là-dessus que je vais terminer. En tout cas, c'est ça qui nous motive aujourd'hui à faire Poiscaille. C'est qu'aujourd'hui, on a les scientifiques de l'INRA qui nous disent que oui, on paye bien plus cher les pêcheurs. Honnêtement, au début, on annonçait 20%, mais on ne savait pas trop si c'était vrai, parce que tous les jours, le prix varie à la criée. Dans un port de pêche, ça peut être plus important, moins important. On leur a filé nos données, et puis en fait, ils confirment que c'est plutôt vers le 40% que vers le 20%. Donc, on est plutôt satisfait d'avoir menti par omission et par précaution, plutôt que d'avoir annoncé un chiffre trop gros. Et puis surtout, aujourd'hui, ça fait maintenant 4-5 ans qu'on a vraiment des retours hyper touchants de la part des pêcheurs. D'abord, ceux qui nous envoient les photos de leur potager en disant « Grâce à vous, je ne suis pas allé en mer aujourd'hui parce que vous m'avez bien payé et je peux passer du temps avec mes enfants, voire m'acheter une maison dans une zone côtière où je ne pouvais pas avant parce que le banquier voit qu'il y a de l'argent qui rentre tous les jours grâce à Poiscaille. » Il y en a carrément un tiers qui nous disent que grâce à nous, ils pêchent moins. Donc, ils vont moins souvent en mer ou ils ont posé moins de longueur de filet, ce qui sont des choix assez forts parce qu'aujourd'hui, si vous laissez une zone de pêche, elle est souvent prise par un autre et donc pour la récupérer à l'inverse, c'est compliqué. Ça veut dire qu'ils ont vraiment confiance en nous et dans l'impact qu'on peut avoir. Et puis, vous avez quelques témoignages ponctuels qui sont hyper touchants de pêcheurs qui disent moi, j'étais prêt à abandonner, personne ne m'achète mes poissons à des bons prix, ça ne tient pas avec ce modèle. Je voulais faire des pêches à petite échelle, mais ce n'est pas assez bien payé. Et qui disent, en fait, grâce à Poiscaille, je peux le faire, je peux continuer. Et c'est un modèle dans lequel je crois à nouveau, alors que j'avais pas mal de doutes. Et c'est vraiment ça la motivation de Poiscaille, c'est de dire, on doit permettre aux pêcheurs de pêcher moins. Et la clé, c'est qu'ils gagnent plus d'abord, en espérant que spontanément, ils pêcheront moins. Et c'est aujourd'hui ce qu'on est en passe de prouver. Aujourd'hui, voilà, Poiscaille, c'est donc 250 pêcheurs avec lesquels on travaille. Il faut se dire qu'il y en a à peu près un tiers, donc 80 avec lesquels on travaille très régulièrement, donc plusieurs fois par semaine. On touche quasiment 5% de la flotte métropolitaine. Je n'ai pas mis les territoires d'outre-mer là-dedans. Et l'ambition, ça c'est déjà très beau d'avoir réussi à faire ça et merci pour votre implication. C'est d'aller encore plus loin. C'est un jour, on nous a dit pour changer un secteur, il faut toucher 10% de ce secteur. Et donc, il nous suffit d'avoir 2 fois plus d'abonnés pour aller chercher ces 10% de pêcheurs partenaires. Ce qui est assez encourageant, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un énorme nombre de consommateurs pour avoir un impact assez fort. 5% de la flotte, c'est quand même déjà extrêmement significatif. Et donc, on peut raisonnablement se dire qu'on va arriver à ces 10% si on continue et si on tient la barre. Donc, merci à vous et merci pour votre implication parce que sans vous, on ne pourrait pas faire ce modèle-là. Donc, je vous partage tous ces témoignages de pêcheurs qui nous remontent. Quelques sources, si vous voulez creuser un peu le sujet, je vous ai mis les 2 seuls bouquins que je considère qu'il faut lire sur le sujet. Alors, ce n'est pas parce que c'est mon ancien prof d'agro et pas mal le prof de pas mal de monde chez Poiscaille, mais en tout cas, les bouquins de Didier Gasquel sont très, très bien faits et extrêmement bien écrits et pas trop alambiqués. Le reportage d'Arte sur le saumon, il est extrêmement parlant. Il montre en gros que manger du saumon, c'est générer des migrations en Méditerranée parce qu'en fait, on prive complètement les pêcheurs de leurs poissons en accaparant le poisson nécessaire à la sardine et on prive même carrément toute l'Afrique de l'Ouest d'un apport de protéines et toute une filière. Donc, c'est assez édifiant et assez marquant. Saumon bio, saumon pas bio, le résultat est le même. Et il est même pire avec le saumon bio parce que le saumon bio doit avoir une plus grande proportion de poissons sauvages que le saumon pas bio. Et puis, si vous voulez suivre quelques comptes sur les réseaux, c'est assez intéressant juste de s'abonner à ces comptes-là pour voir passer des choses au fur et à mesure et puis petit à petit s'imbiber de ces sujets-là. Parce que c'est des sujets qui sont assez complexes. Il y a plein d'enjeux entre les enjeux de filière, de distribution, les techniques de pêche, l'origine des produits. Bref, c'est quand même long d'arriver à trouver quelque chose et à comprendre quelque chose là-dedans. Et donc, c'est pas mal d'avoir quelques petites infos régulièrement, aussi bien des pêcheurs, des assos ou des chefs cuisiniers qui font un travail parfois assez intéressant sur les poissons mal aimés, les bas morceaux, on va dire, et tous les solilès du poisson qu'on a tendance à jeter, malheureusement. J'ai terminé.
Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question. Bonjour. Je suis arrivée un petit peu en retard sur la visio, donc désolée pour le retard déjà. La présentation que vous nous avez faite, est-ce que c'est possible de la voir en version PDF? Parce que moi, je pense que ça peut intéresser mon équipe notamment. Alors, communiquer ça aux clients au quotidien, c'est difficile à part en caisse, quand on a les affichages, les gens nous posent de temps en temps des questions, ou quand ils voient les gens récupérer des casiers en caisse, là, ça suscite des échanges. Mais dans le quotidien, on n'est pas toujours dans la facilité pour communiquer là-dessus. Mais mon équipe, en tout cas, ils sont assez sensibles à ça. Et du coup, est-ce qu'on pourra avoir la version PDF du document que vous nous avez présenté? Oui, carrément. Vous aurez la version PDF, vous aurez aussi l'enregistrement de de ce webinaire. Il est enregistré également. Mais oui, c'est possible. On pourrait faire un replay. Ouais. Super. On mettra aussi en PDF la présentation pour si vous voulez la diffuser ou la garder dans le bureau, pas de souci, quoi. Plaisir même. Ok, super, merci. Vous êtes de quel magasin, Sandrine? La Ravoire, en Savoie. Ouais. Est-ce que quelqu'un avait une autre question sur ce que vient de présenter Charles? C'est clair. Si jamais il y en a qui vous viennent, n'hésitez pas à les poser. Du coup, là, on va faire un petit focus sur ce que c'est d'être magasin partenaire POSCAI. Comme vous l'avez compris, vous êtes un maillon essentiel de la distribution des casiers de la mer, puisque, comme vous le savez sûrement, aujourd'hui, en fait, nous, vraiment, c'est des abonnements individuels et les livrer à domicile, ça représente un coût écologique et aussi financier énorme. Le dernier kilomètre, c'est souvent le kilomètre le plus polluant pour amener un produit quelque part. Et encore plus en ville qu'à la campagne, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est contre-positif, mais c'est vrai, c'est le cas. Du coup, nous, actuellement, on a 1800 magasins partenaires et dont 36 qui sont des magasins Satori. Donc, merci à vous pour cet engagement. Nous, on a une équipe dédiée donc, qui s'occupe de la relation avec les magasins. Donc, je fais une petite slide avec vraiment les photos de mes collègues. Souvent, vous avez Henri et Nathan au téléphone quand c'est un problème de livraison ou un problème logistique technique dans le magasin. C'est eux qui sont au standard. Mathilde, qui est responsable commercial et marketing, qui est plus sur la stratégie marketing. Il va aussi notamment Excel, par exemple, qui a géré toute la partie design des nouvelles affiches que vous avez reçues en janvier. Et donc, moi, je suis responsable du développement commercial et je m'occupe principalement du développement et d'animation du réseau de partenaires. Et ensuite, il y a Ashraf et Gauthier qui sont en alternance et eux qui s'occupent vraiment de trouver les nouveaux magasins et ensuite de les accompagner à leur développement. Mais par exemple, si vous ouvrez un deuxième jour de livraison, si vous allez partir dans ce petit cet embarquement spécifique qui est une ouverture de jour, une ouverture de magasin. Il y en a vraiment un accompagnement dédié. On voulait vous faire aussi un petit point sur qui sont les abonnés POSCAI, parce qu'on a remarqué en fait, nous, que les abonnés étaient vraiment des leads qualifiés pour les magasins. En fait, nous, on a vraiment cette ambition que ce soit un partenariat gagnant-gagnant. Donc, quand les abonnés viennent récupérer leur panier, ils fassent des courses et achètent des produits dans les magasins qui sont partenaires. Nous, on a vraiment la communication dédiée à ce sujet. C'est dans le mail de confirmation de l'abonnement. Votre magasin propose des produits. Nous, on met des recettes qui accompagnent chaque produit. En fait, chaque produit est accompagné même de plusieurs recettes. Donc, on a vraiment cette ambition-là. Et là, récemment, en plus, on a fait un énorme sondage justement sur la refonte de notre offre. Et donc, on voulait un peu vous présenter. Je pense que vous les avez aussi au quotidien. Et ce sont aussi vos clients. Donc, on a remarqué que c'était vraiment des CSP+. Et s'ils étaient à la retraite, c'était des anciens CSP+. Plutôt des personnes entre 40 et 65 ans, évidemment sensibles à l'écologie, à la consommation responsable, avec vraiment qui fréquentent les magasins bio, des magasins aussi de proximité, ça peut être aussi plus des magasins bio, mais aussi des commerces de quartier, par exemple. Ils adorent cuisiner en famille, ils ont un énorme attrait pour le bon produit. On a remarqué que, par exemple, c'est vraiment la qualité du produit, le sourcing du produit qui va les attirer.
et que la santé était vraiment au cœur de leur choix alimentaire. Donc, c'est pour ça que nous, on a à cœur que les partenariats avec les chaînes comme les vôtres existent, parce que pour nous, c'est vraiment un match qui se fait naturellement et les abonnés trouvent en magasin ce qu'ils ont pour accompagner leur poiscaille et inversement. Donc, c'est pour ça. Un petit zoom sur le kit de com. Pour nous, c'est hyper important qu'ils soient en place dans le magasin, encore une fois, parce que c'est comme ça que le client qui ne sait pas que Poiscaille, qui va nous connaître et pas forcément vous connaître, va pouvoir vous identifier comme point de retrait. Donc, si jamais vous n'avez plus d'affiches, plus de flyers ou des questions sur la mise en place ou même d'autres idées de publicité sur le lieu de vente, par exemple, nous, on a une vidéo qui est accessible, qu'on peut vous envoyer, qui est même accessible sur notre banque d'images, qui présente Poiscaille avec des images des pêcheurs en action. On a aussi des kakimonos qu'on peut prêter. Alors, on a pas mal de choses en plus qui ne sont pas forcément au-delà de ce kit de com. Donc, si jamais vous avez des besoins spécifiques, c'est vraiment un rappel, n'hésitez pas à nous solliciter. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que toutes les photos que vous avez vues pendant la présentation, c'est des photos de nos pêcheurs. Ce n'est pas des photos qu'on a prises sur Internet, c'est vraiment nos pêcheurs. Et ces photos-là, on en a plein. Donc, si jamais vous avez envie de faire une communication spéciale, même à l'occasion, par exemple, de Journée de développement durable, du 1er avril, nous, on est à votre disposition pour vous fournir ce matériel de communication. Un petit rappel sur le code promo qui offre 10 € sur le premier casier à l'abonnement. Il y a un système de récompense sur ce point. Donc, en fait, à chaque fois qu'il y a 2 utilisations, le magasin a un casier offert. Donc, c'est un système qui est automatisé. Je sais que des fois, c'est pas forcément, tout le monde n'est pas forcément au courant de ce système-là, même s'il existe depuis longtemps. C'est pour ça que je vais faire un petit rappel. Donc, ce code promo, c'est bien celui qui est sur les affiches et sur vos flyers. Enfin, je ne sais pas si vous avez pu vous connecter. Je remettrai les identifiants de connexion aussi dans le mail que vous recevrez avec la présentation et l'enregistrement de la formation. Donc, on a un espace partenaire qui est hyper utile pour suivre ces livraisons, connaître en fait le partenariat avec Poiscaille, concrètement comment ça se passe en magasin. On peut suivre son nombre d'abonnés, la date de la prochaine livraison. On a aussi un espace où vous avez nom, prénom, numéro de téléphone des personnes. Et on a en plus un système. Si quelqu'un oublie son casier, vous pouvez simplement en un clic envoyer un SMS qui est déjà pré-rédigé avec vraiment plusieurs cas de figure. Si vous pouvez le garder pour le lendemain ou si la personne doit venir absolument dans la journée. Donc c'est bien sûr aux frais de Poiscaille et c'est sur l'espace. Juste en un clic, l'abonné reçoit attention, vous n'êtes pas encore passé à recevoir votre casier. On le garde, mais il faut passer rapidement, quoi. Voilà. C'est un service qu'on met en place et en plus, prochainement, bientôt, il y aura sûrement d'autres fonctionnalités. Donc, n'hésitez pas à vous connecter à cet espace. On l'a conçu vraiment pour vous faciliter la vie. Et enfin, quelques conseils pour un partenariat fructueux avec nous. Donc, nous, on conseille toujours de faire circuler les abonnés dans le magasin, par exemple, que la récupération des casiers, c'est plutôt en fond de magasin ou en caisse. Comme ça, le client passe vraiment dans les rayons et a le temps un peu de s'y attarder avant de récupérer son casier. N'hésitez pas aussi, mais comme je vous le disais tout à l'heure, on a vraiment beaucoup de ressources, que ce soit cette présentation, mais aussi on envoie la dépêche. Donc, c'est la petite newsletter destinée au magasin avec aussi des actualités sur la pêche, sur les actualités même politiques de la pêche, et les actualités, quelles sont la saisonnalité de la pêche. On a aussi beaucoup de choses sur notre site internet, des portraits des pêcheurs, des recettes sur plein de produits, des conseils de conservation. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller fouiller, à vous servir de toute cette ressource-là si vous le souhaitez pour communiquer sur nos produits et aussi les associer avec les vôtres. Et enfin, nous, on peut vous envoyer des produits, par exemple, alors ça ne sera pas évidemment des poissons entiers, mais des produits frais, mais on peut envoyer des produits fumés, donc notamment du thon germain fumé, du maquereau fumé, ou des petites conserves aussi de poissons pour des dégustations en magasin.
Ça, c'est tout à fait à la demande. Nous, on ne peut pas se déplacer tout le temps en magasin. Ce n'est pas possible puisqu'on, comme vous l'avez vu, on n'est pas une équipe très garnie. Mais en revanche, on peut vous envoyer très facilement et même à votre demande des produits pour que vous fassiez une dégustation en autonomie. Donc, c'est pareil, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez une envie de faire ce type d'animation. Est-ce que vous aviez des questions ou des remarques, même des retours clients sur Poiscaille ou sur la logistique en magasin? Moi, j'avais une question. Pardon. Sandrine, vas-y. Voilà. C'est juste un retour. Moi, j'ai trouvé, quand on a mis ça en place, j'ai trouvé ça génial. J'étais moi-même abonnée. Enfin, voilà. Là, je me suis mis un peu en pause parce que j'ai déménagé. Enfin, bon, bref, il y a un tas de choses. Mais le concept, il est super bien. J'ai jamais été déçue. J'ai vachement communiqué avec mon équipe, les clients, etc. Là, j'ai l'impression qu'on est un peu dans le creux parce que c'est un peu rodé. Pour autant, j'ai l'impression qu'on a quand même de plus en plus il y a des semaines où, en fonction de la fréquence des abonnements, il y a des jeudis où on est toutes les 2 secondes. Nous, c'est un peu contraignant parce qu'en fait, on a effectivement le retrait qui se fait en caisse et les frigos qui sont à l'opposé total du magasin. Donc, en fait, dès qu'il y a quelqu'un qui passe en caisse qui nous demande son Poiscaille, ça nous sollicite quand même beaucoup. Mais pour autant, on le fait bien volontiers. Ce que je me disais, c'est que cette idée de dégustation, elle peut être la bienvenue, en tout cas chez nous, parce que comme je disais, j'ai l'impression que là, ça a démarré fort. Et là, j'ai l'impression qu'on est un peu dans le creux de la vague, que les gens, les habitués à Poiscaille, ils sont habitués, mais on touche peut-être moins de nouveaux abonnés ou de potentiels abonnés. Du coup, la dégustation, je n'en avais pas conscience, mais je trouve ça chouette. Moi, je pense que je serais volontaire pour en faire. Carrément, ça peut être un moyen de faire un. En fait, nous, on a remarqué que ce qui peut relancer, c'est quand même la visibilité un peu multiple. C'est-à-dire, avant une dégustation, on a vraiment tout un process où il y a une communication en amont, juste avant, pendant et après aussi pour le client. Ce qui permet en fait que pendant, on va dire, 2 semaines, les clients du magasin vont vraiment voir Poiscaille plusieurs fois, beaucoup plus que d'habitude. Ça, c'est des techniques qu'on a mis en place pour vraiment essayer. C'est vrai, comme vous le disiez, c'est normal qu'on s'habitue. Des fois, on oublie un peu qu'il y a Poiscaille. Ne serait-ce que l'affiche Poiscaille, elle est posée au même endroit. Tout le monde finit par passer devant sans plus la voir. Enfin, je sais pas comment dire, mais il y aura peut-être quelque chose à revoir de cet ordre-là pour redonner une petite visibilité d'une manière ou d'une autre. Ouais, voilà. C'est un retour super intéressant, mais je vais noter que vous êtes intéressé par une dégustation déjà. Et puis, ouais. Mais ouais, c'est vrai que nous aussi, on nous fait souvent ce retour que les affiches, elles sont super au début, mais qu'après, sur la durée, elles restent assez discrètes et petites, mine de rien. Et que peut-être. On nous a demandé des plus grandes. Ouais, on nous a demandé des plus grandes. Même au niveau de la taille, nous, on l'avait mise sur on a un gros meuble dans lequel on met les cagettes vides pour que les clients puissent se servir en sortie de caisse. Et on l'avait mis sur ce meuble-là. Et on trouvait qu'elle se voyait bien. Enfin, voilà. Mais je trouve que là, il s'habitue, en fait, tout simplement. On la voit plus. Elle est là depuis. Enfin, elle fait partie du décor, entre guillemets. Et on la voit moins. Après. Là où moi, je vois l'équipe que j'ai au magasin Laravoir, c'est des gens qui parlent avec les clients en caisse, etc. Et moi, c'est mes collègues que je voudrais sensibiliser avant tout et leur faire goûter peut-être à eux plus qu'aux clients. Enfin, plutôt dans ce sens-là, à resensibiliser les équipes en magasin parce qu'il n'y a rien de mieux que les gens en caisse. Les gens, ils sont en caisse. Quand on est dans le magasin à me faire de la mise en rayon ou que le client se promène avec son caddie, il ne prend pas forcément toujours le temps de discuter, etc. En caisse, on prend plus le temps et moi, c'est vraiment mon équipe que je pense que le levier, il est vraiment sur l'équipe, quoi. Dans ce cas-là, n'hésitez vraiment pas à leur partager cette formation. Je pense que c'est dans ce but-là aussi qu'on l'a fait. Aussi pour sensibiliser au-delà des gérants et responsables de magasins, des salariés vraiment des magasins. En plus, des fois, il y a beaucoup de turnover. Enfin, il suffit qu'en 1 an, l'équipe soit à 250% renouvelée. Et ben, il y en a plein qui ne sont même pas des fois au courant qu'il y a cette offre dans le magasin. Ouais. Quand on a été au tout début du relais, là, on avait 5 abonnements à prix réduit, quelque chose comme ça, mais on s'est battu pour avoir les abonnements. Et voilà, moi, je sais que j'ai une équipe qui est assez sensible à tout ça. Je sais que ça les intéressera, qui s'y pencheront volontiers, quoi. Et qui transmettront aux clients d'autant plus.
C'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, je réagis en ce sens avec notre ancienne interlocutrice, avec qui j'ai échangé. Il y avait eu elle m'avait fait passer un sondage pour une sorte de rétribution auprès des magasins. Je ne sais pas ça s'il y a eu aboutissement, s'il y a quelque chose, parce que je me souviens qu'il y avait potentiellement justement le panier, un panier offert tous les X abonnements au magasin. Enfin, voilà. Ouais, pour rappel, actuellement, il y a 2 systèmes de rémunération en nature. Il y a un abonnement avec une remise de 10 €, donc sur tous les casiers, tous les 10 abonnés. Donc, en fait, par exemple, 0 abonné égale 1, à partir des abonnés égale 2 remises, 2 abonnements avec remise, etc., etc. Et ensuite, il y a un casier offert pour les 2 utilisations de code promo. Ça, c'est automatique, ça envoie un casier offert, des produits offerts au magasin. Là, nous, on a fait le sondage. Le sondage a été analysé et sur ce trimestre-là, on est en effet en train de travailler parce qu'en fait, mine de rien, même si ce n'est pas de la rémunération, ça nous coûte, de la rémunération pécuniaire, ça coûte énormément d'argent de faire des remises et des fois, les forces ne sont pas très bien réparties. Ce n'est pas forcément les magasins qui vont avoir le plus d'abonnés, qui vont se donner le plus pour Poiscaille, qui vont avoir le plus de rémunération là-dessus. Et pour nous, ce n'était pas normal. On s'est dit que c'était pas assez équitable. Du coup, c'est pour ça qu'on réfléchit à un autre système de rémunération. Pour l'instant, on n'a rien décidé. Donc, je n'ai pas envie de vous spoiler quoi que ce soit. Mais je pense qu'en effet, ça va changer prochainement. Charles, tu avais une… Oui, j'avais une question. En sondant les commerçants, ils nous disent qu'en gros, un tiers des clients qui viennent chercher leur panier Poiscaille prennent en même temps un produit. Vous êtes aligné avec ce chiffre, vous trouvez qu'il est un peu trop élevé, pas assez, plus chez vous? Moi, il n'y a aucun, j'ai en tête aucun client qui vient chercher que Poiscaille. Pour moi, tous les clients passent en caisse et profitent du passage en caisse pour demander Poiscaille. Pour moi, je ne vais pas dire 100%, hein, parce que je pense que. Mais je ne vois jamais quelqu'un rentrer dans un magasin, bonjour, il va chercher un Poiscaille, on va le chercher, il s'en va. J'ai l'impression qu'il vient toujours en bout de course, ou alors ça relève des exceptions, mais c'est plus qu'un tiers. Hein. Ok. On entend. Bonne nouvelle. Ouais, c'est pareil chez nous. Nous aussi, je pense que la plupart des abonnés sont clients au magasin également. Ouais, ils font vraiment leur course. Puis le poisson, c'est le complément de leur course chez vous. Ouais. Mais quand il y a un nouvel abonné qui choisit le point de vente comme point relais, vous savez au niveau Poiscaille s'il a connu par le biais du magasin ou s'il a connu comme ça et il a choisi son point relais et là il découvre le magasin, on va dire. Vous voyez dans quel ordre ça… Ouais, aujourd'hui, on le sait, on ne mesure pas directement. On arrive à le voir par les codes promo un petit peu. C'est-à-dire que s'il a utilisé le mot du magasin, on peut dire OK. Mais honnêtement, je pense qu'on n'a pas en tête le nombre de codes promo magasin utilisés par rapport au global des inscriptions. En fait, il y a une énorme zone de flou dans le sens qu'on est capable de traquer les gens qui s'abonnent parce qu'ils ont vu une pub, par exemple Poiscaille, ou parce qu'ils ont bénéficié d'un code promo marketing, une offre en ligne, et un parrainage d'un autre abonné. Et on traque les codes promo magasins. Mais entre ces 2 types de suivi de clients, en fait, la majorité, on ne sait pas. Donc, est-ce que ils ont vu une pub une fois? Ils ont parlé à quelqu'un en caisse, mais ils ont oublié le code promo. Voilà. Les amis d'amis qui ont à la fois dit « Ah bah ce magasin est super » et en plus, il y a un service de boisson. Enfin, on ne sait pas. Mais on pense que c'est à double jeu dans le sens où il y a à la fois des gens qui cherchent des poissons, enfin, qui sont habitués des magasins et qui n'ont pas d'offre de poisson, ils vont plus aller dans leur magasin parce qu'il y a cette offre de poisson, plutôt qu'il y ait quelque chose de, tout d'un coup, ah bah je suis sur poiscaille.fr. Alors ça, dans les grandes villes ici, à Paris, je pense que, par exemple, les gens, ils sont vraiment, ils vont dans le magasin parce que c'est le jour qui leur correspond, ils font commande à ce moment-là pour leur dîner, et dans ce cas-là, ils prennent une petite bouteille de vin, mais ce n'est pas forcément leur magasin d'habitude, de proximité, etc. C'est ce qu'on sait.
Après, je pense que nous, c'est vrai que ce qui est avantageux finalement, c'est d'être quand même en zone commerciale. Donc, à partir du moment où tu décides de te déplacer dans une zone, dans un grand magasin, que potentiellement tu prends ta voiture, quoi, la plupart du temps, tu en profites aussi pour faire des courses. Que par rapport à des magasins peut-être de centre-ville où les gens passent devant un point relais, ça serait je sais pas, un magasin de vêtements, ça serait pareil qu'un frigo. Voilà, ça serait pareil pour eux tant que c'est l'adresse qui est vraiment qui compte. Mais là, c'est vrai que peut-être à notre avantage, effectivement. Et moi, j'avais une question par rapport à la pêche. Justement, ce cercle vertueux, est-ce qu'il est incitatif pour des pêcheurs justement de retourner vers une pêche plus durable? Est-ce qu'il y en a qui se convertissent vers quelque chose de plus vertueux? Bah, c'est un peu la deuxième étape qu'on vise avec Poiscaille. Là, je pense qu'on a embarqué un peu tous les biodynamiques de la pêche pour faire une caricature, ou les natures de la pêche. Ceux-là, déjà, on les a sécurisés. Et c'est ce qu'on se permet, qu'on ne s'était pas trop permis au début avec Poiscaille. Vous voyez, on vous parle de bateaux de moins de 12 mètres. Mais en fait, les bateaux chez nous, ils font plutôt moins de 10 mètres ou autour de 8 mètres, quoi. Parce que dans les 10-12 mètres, on va dire que c'est des intensifs vertueux, mais ils sont quand même intensifs. Et au début, on se disait, bon, ils sont un peu bourrins, ceux-là, quand même. Ils font des gros volumes et tout. Mais je pense que justement, là, on est à ce stade-là où on peut les embarquer et avoir un volume suffisamment intéressant et pour essayer de voir si ça les fait changer. On ne sait pas s'ils vont changer, mais on est suffisamment, je pense, impactant en termes de volume pour se dire, OK, on les embarque et puis on essaye petit à petit de leur grignoter un peu le cerveau pour dire, oh, tu veux pas pêcher un petit peu moins, te reposer un petit peu et profiter, parce que parfois, quand on les croise au bistrot, il y a des moments où ils nous disent, ah, c'était bien quand je travaillais avec vous et tout, c'était plus cool. Donc, on a c'est vraiment le challenge là aujourd'hui, parce que de dire, il ne faut pas qu'on reste qu'avec les petits mignons, on va dire, et il faut qu'on aille chercher les un peu plus intensifs pour voir s'ils changent. Et on va peut-être faire ça à travers un projet qui ressemble à, je ne sais pas si vous connaissez Terre de Liens, là, qui s'occupe d'installer des agriculteurs bio, là. On rêve de faire un peu la même chose à la pêche. Et on contribue à un projet là, en ce moment qui est en train de préfigurer ça. Donc nous, on espère être un peu le facilitateur de chiffre d'affaires pour des gens qui disent, bah, je rachète un chalutier un peu intensif et puis j'installe un bateau un peu plus vertueux, avec la garantie que Poiscaille achète le poisson à bon prix, même si les prises sont moins fortes au début. Notre rêve, c'est d'avoir des langoustines pêchées au casier dans le golfe de Gascogne. Aujourd'hui, il n'y a aucun bateau quasiment qui le fait, alors qu'on pourrait laisser un peu une place. Les chalutiers ne veulent pas laisser de place. Et donc, j'espère qu'on pourra vous présenter ça l'année prochaine, mais pour l'instant, je ne m'avance pas trop parce que c'est déjà trop ce que j'ai dit. Merci. Il est 15h07. Est-ce que si vous n'avez pas d'autres questions, on va arrêter là. Et de toute façon, comme je disais à Sandra, on va vraiment envoyer donc le mail à tout le monde avec tous les liens, le rappel vers la banque d'images, où vous avez aussi toutes les photos des pêcheurs dont je vous parlais, la présentation, bien sûr. Puis si jamais vous avez des questions qui vous viennent ou des demandes spécifiques, n'hésitez pas, nous avons toujours le même numéro de téléphone et relais@poiscaille.fr. Uniquement de vous. Voilà, c'est nous. Merci En beaucoup. tout cas, merci à vous de vous être rendu disponible pour nous. Merci. Ouais. Voilà, ça va être visionné le replay là-dessus, je ne me fais pas de soucis. Cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Merci à vous. Merci. Bonne journée. À bientôt. Bon mois de mai. Au revoir. À bientôt. J'arrête l'enregistrement. Ouais. Arrêtez l'enregistrement.